La guerre d'Afghanistan ou la question afghane est une problématique complexe, relevant à la fois de l'histoire contemporaine, politique et militaire d'une part, et des relations internationales et droit international associés d'autre part. Il est donc important, pour ne pas dire hautement souhaitable, pour l'intellectuel d'aujourd'hui, voire tout citoyen du monde qui s'intéresse tant à l'histoire qu'à l'actualité, de savoir ce qu'est la question afghane, en raison de sa liaison avec d'autres questions d'actualité brûlantes, influant sur le cours des événements dans les 4 coins du monde. Il nous a paru en conséquence très recommandable de découvrir tant de réalités, autant que de fausseté d'ailleurs, sur la guerre d'Afghanistan, à laquelle le Maroc a toujours été attentif pour plusieurs raisons, dont notamment l'importance aussi géopolitique que géostratégique de l'Afghanistan, de par sa position aussi géographique que par ses potentialités naturelles, humaines, culturelles et bien sûr économiques, en tant que pays musulman par-dessus le marché. Bref, il est très profitable intellectuellement de savoir les rôles tant régional qu'international qu'a toujours joué l'Afghanistan dans les domaines précités à travers l'histoire. Pourquoi des puissances internationales de différents continents, idéologies et tendances, l'ancienne URSS, l'Union soviétique par exemple, et même aujourd'hui la Russie, et les États-Unis en l'occurrence, pourquoi se sont-elles si intéressées à l'Afghanistan pour l'avoir occupé pendant de longues années, mais qui finirent toujours par y être chassées par les résistants afghans intégristes fussent-ils ou non? Voilà autant de questions auxquelles la chaîne Le Livre et la Plume tentera de répondre dans une série de vidéos à 3 parties, de la manière la plus concise et précise et la plus documentée possible. Et s'il y a une chose passionnante à découvrir à ce propos, que nous tâcherons d'illustrer davantage, pour ne parler que du cas américain, sans remonter à l'aventure soviétique, c'est peut-être l'arrière-plan, le background historico-politique américain remontant au XIXe siècle, expliquant en quelque sorte sa présence, la présence américaine quasi coloniale en Afghanistan, puisqu'il s'agit d'occupation militaire, par la logique des armes, quelles qu'en fussent les raisons invoquées, à savoir le combat contre le terrorisme. Une comparaison de démonstration que nous tenterons particulièrement en la matière dans la deuxième partie, soit la prochaine vidéo de cette série. Cependant, les Américains ont-ils plié bagages de Kaboul, bredouille, sans condition, en partant comme ils étaient venus en 2001 ? Il est vrai que les soldats du pays de l'oncle Sam ont quitté officiellement l'Afghanistan, mais est-ce vraiment le retour de la paix avec leur départ? Rien n'est moins sûr. La preuve en est l'attentat terroriste perpétré par l'organisation islamiste dit État islamique, qui n'est autre que Daesh, contre des chiites dans une mosquée à Kunduz, vendredi dernier, 8 octobre, causant plus de 100 morts. Ce n'est pas la première tragédie, mais sera-t-elle la dernière? Rappelons l'attentat de l'aéroport de Kaboul, le 26 août dernier, ayant fait au moins 180 morts. C'était le premier carnage, avant même le départ du dernier soldat américain. D'ailleurs, quelques jours avant cette dernière attaque de la mosquée de Kunduz, c'était 28 sunnites qui furent massacrés. Est-ce le début d'un nouvel affrontement entre sunnites et chiites, qui réitérerait autrement le scénario de la Syrie en la matière? C'est à craindre, et je ne l'exclus pas personnellement. Certains observateurs sont même allés plus loin, jusqu'à montrer du doigt les Américains comme instigateurs de ce carnage, directement ou indirectement, derrière Daesh, pour venger, dit-on, leur défaite d'être chassés de Kaboul. Une hypothèse qui, en tout cas, reste à démontrer. Auquel cas donc dirait-on que les Américains retourneraient par la fenêtre après être sortis par la porte du foyer afghan, pour ne pas dire de l'enfer afghan? Mais qui choisirait l'enfer? Soit la guerre, au paradis, c'est-à-dire la paix, même si l'accès au premier était un trou et non une fenêtre.
Enfin, une chose est quasiment sûre sur ce point particulier, à savoir que les nouveaux maîtres d'Afghanistan se montrent déterminés à ne pas permettre que leur pays soit une plateforme géostratégique et une base militaire à partir desquelles on combattrait les Chinois, les Russes ou même les Iraniens avec lesquels les talibans ont déjà opéré progressivement un rapprochement stratégique. Signalons que le territoire afghan est bordé par 6 États, à l'extrême nord-est par la Chine, au nord par le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, à l'ouest par l'Iran, à l'est et au sud par le Pakistan. D'ailleurs, à propos de voisinage, signalons que l'Union européenne compte sur les voisins de l'Afghanistan pour éviter une crise migratoire après le départ des Américains et la reprise du conflit armé entre chiites et sunnites. Les talibans, chassés du pouvoir fin 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, en raison du refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Osama Ben Laden, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, redeviennent les maîtres de l'Afghanistan presque 20 ans plus tard, au terme d'une offensive fulgurante. L'Afghanistan se trouve lundi 16 août aux mains des talibans officiellement, après l'effondrement des forces gouvernementales et la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani. Toutefois, pour mieux décrypter la nouvelle donne afghane qu'impose le retour des talibans à la tête de l'État, il nous faut d'abord revenir au début du conflit à l'encontre des Américains soutenus par la coalition occidentale, militairement incarnée par l'OTAN comme on le sait, et le commencement c'était le 11 septembre 2001. Où tout a basculé en basculant le monde entier. Rappelez-vous, c'était il y a 20 ans et 1 mois, jour pour jour, puisqu'on est aujourd'hui le 11 octobre 2021. Ces pénibles images que vous voyez maintenant devant vous sur l'écran. « 7 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre qui ont fait environ 3000 morts aux États-Unis, le président George W. Bush lance une vaste offensive militaire en Afghanistan. Le 6 décembre, les talibans capitulent. Hamid Karzai emporte en octobre 2004 la première présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire du pays. Et à propos de cet homme, il faut reconnaître qu'après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, M. Karzai, toujours coiffé d'un caracule gris, avait incarné le nouveau visage de l'Afghanistan. Son aura de modernisateur, son anglais parfait, son appartenance à une vieille famille pachtoune, ses liens avec les tribus afghanes en faisaient l'homme à même de transformer la nation paralysée. Mais hélas, ce ne fut pas le cas. Lorsque les forces américaines envahissent l'Irak en 2003, on s'en souvient, l'attention des États-Unis se détourne de l'Afghanistan.
Les talibans et autres groupes islamistes se regroupent alors dans leurs bastions du sud et de l'est, d'où ils peuvent facilement gagner leur base des zones tribales pakistanaises. Ils déclenchent une insurrection. En 2008, le président George W. Bush décide de l'envoi de renforts. Fin 2009, son successeur, Barack Obama, élu après avoir fait campagne sur la fin des guerres d'Irak et d'Afghanistan, lance l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires. Mi-2011, plus de 150 000 soldats étrangers sont présents en Afghanistan, dont 100 000 Américains. Oussama Ben Laden est tué le 2 mai 2011 au cours d'une opération des forces spéciales américaines. Le 22 juin 2011, Barack Obama annonce le début du retrait militaire avec le départ d'ici à l'été 2012 de 33 000 soldats. Un premier contingent quitte l'Afghanistan en juillet 2011. Les talibans tiennent la région depuis 2009. En 10 ans, ils ont gagné du terrain. La guérilla contrôlerait aujourd'hui la moitié du territoire. En juin 2014, l'élection présidentielle est entachée de soupçons de fraude massive et la victoire finalement attribuée à Ashraf Ghani. Fin décembre, l'OTAN met fin à sa mission de combat. Restent 12 500 soldats étrangers, dont 9 800 Américains. Pourquoi? Mais pour former les troupes afghanes, avait-on dit, et mener des opérations antiterroristes. L'insurrection des talibans s'étend. En août 2017, le président Donald Trump abandonne tout calendrier de retrait et envoie des milliers de soldats. Au printemps, les forces américaines larguent la plus puissante de leurs bombes conventionnelles contre un réseau de tunnels et de grottes empruntés par l'État islamique dans l'Est, tuant 96 djihadistes. Le 29 février 2020, à Doha, les États-Unis signent un accord historique avec les talibans qui prévoit le retrait de tous les soldats étrangers d'ici le 1er mai 2021, en échange de garanties sécuritaires et de l'ouverture de négociations directes et inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul. Des pourparlers inter-afghans s'ouvrent en septembre à Doha, mais la violence en Afghanistan s'intensifie. Le 1er mai 2021, les États-Unis et l'OTAN entament le retrait de leurs 9 500 soldats, dont 2 500 militaires américains. D'intenses combats éclatent entre talibans et forces gouvernementales dans la région du Helmand, dans le sud du pays. Le 8, le président américain Joe Biden déclare que le retrait de ses forces sera achevé le 31 août. C'est cette grande reconquête du pouvoir en Afghanistan par les talibans que nous verrons dans la deuxième partie de cette série. Comment cela a pu être réalisé et dans quelles conditions? À la prochaine vidéo donc, si Dieu l'admet, je l'espère.